Donc bonjour, merci d'être venu donc à cette réunion. Dans un premier temps, donc ce sera donc Karima Delli qui fera donc un exposé sur le vélo et le climat. Et puis ensuite on parlera de l'embarquement des vélos dans les trains, les actions en Europe. Karima Delli a aussi agi de ce côté-là, et en France. La scène à vélo de la Source à l'Essuaire, ensuite l'accueil des touristes à vélo dans le Grand Paris, et on parlera des randonnées à la fin. Et donc Philippe Bernard, fondateur de l'association Cyclo-Trans-Europe, donc je te donne la parole. Eh bien, merci d'être là aujourd'hui. Je suis fier de constater que l'association que j'ai fondée il y a, ça fait 23 ans, est solide et bien en vue, avec des activités qui ne s'arrêtent pas, des randos chaque année en France ou parfois dans des pays plus lointains, puisque en l'an 2020, ce sera la Norvège, donc merci d'être là. Et c'est un plaisir pour moi de voir que l'effort qu'on a fait autrefois a des répondants et que vous êtes toujours là. Alors aujourd'hui, nous allons avoir Madame Karima Delli, qui est présidente de la commission transport au Parlement européen, qui va nous parler du développement du vélo en Europe, qui est un sujet qui nous intéresse beaucoup, puisque, après tout, nous avons le nom Europe dans notre titre, puisqu'on avait voulu avoir comme idée initiale, à l'époque où il n'y avait pas encore le projet Euro-Vélo, d'aller de Paris à Moscou, ce qui était assez audacieux, parce que, d'après ce que je peux connaître, si on veut circuler en vélo dans une partie de la Russie, surtout de la partie du nord, à l'époque du dégel, on ne trouve que de la boue et pas beaucoup de véritables trajets. Mais je voudrais tout de même rappeler que, avec l'aide de notre ami malheureusement aujourd'hui disparu, on a fait plusieurs raids. Cyclo-Trans-Europe a fait un raid de Berlin à Kaliningrad, l'ancien Königsberg, et 2 ans ou 3 ans après, on a fait aussi un raid de Vilnius à Tallinn, c'est-à-dire presque jusqu'à Saint-Pétersbourg, l'ancienne capitale des Tsars. Alors aujourd'hui, nous allons parler en particulier, on va parler de nos projets à nous, mais nous avons le plaisir d'avoir comme invité Karima Delli, qui va nous parler de l'ensemble des activités cyclistes en Europe et des différents trajets que l'on peut suivre, les différentes pistes. On n'emploie pas le mot piste, le mot différentes voies cyclables ou Euro-Vélo. Donc c'est un plaisir de l'accueillir, et je vous cède la parole. Merci. Merci pour cette invitation. Moi je suis très contente d'être là. Parce que souvent, lorsqu'on parle d'Europe, on dit « Oh là, c'est très loin, l'Europe fait rien pour nous, contre nous », et toutes les caricatures qu'on peut avoir. Moi, je suis présidente de la commission transport et tourisme. N'oublions jamais que la part du vélo est importante dans les questions de tourisme. Alors, votre thématique aujourd'hui, qui est le climat, est très bien choisie. Est-ce que vous êtes bien assis sur vos chaises ? Nous dansons tous sur un volcan. On a utilisé tous les mots. La maison brûle, vous vous souvenez de ça? Tous les indicateurs sont au rouge. Et pourtant, on a l'impression qu'on a des chefs d'État à l'échelle européenne qui n'ont toujours pas compris qu'il va falloir se mettre en action.
Pourquoi? Et là, ça devient très intéressant. Parce que le vélo, il a complètement changé de vocabulaire en Europe. Avant, on a toujours... Moi, je suis la présidente de la commission transport. Alors, quand on parle dans ma commission... Alors, moi, je suis la première femme, en plus, présidente de cette commission depuis 40 ans. Et messieurs, vous aimez beaucoup dans les transports les grosses infrastructures. Le train. Vous savez, les ingénieurs, ils aiment bien les infrastructures. Les grands aéroports, les grandes autoroutes. Ils aiment bien ça. Sauf qu'on a changé de temps. Et entre-temps, on nous a un peu envoyés dans le mur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ce mot qu'on appelle dérèglement climatique. Et le problème du dérèglement climatique, et je vais vous raconter une belle histoire. Le problème du dérèglement climatique, c'est qu'à partir de 2009, jusqu'en 2009, l'Europe était leader sur toutes les questions climatiques. On avait un plan qui nous disait chaque État doit faire minimum 30% d'économie d'énergie, 30% d'énergie renouvelable, et puis aussi de faire vraiment de l'efficacité énergétique, donc de ne plus toucher à ces énergies fossiles, et notamment le pétrole. Et entre-temps, eh ben, on a perdu notre leadership. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays, et beaucoup trop de pays, qui ne rentrent absolument pas dans ce qu'on appelait la stratégie 3x20. 3x20, c'était notamment, chaque pays s'était engagé à faire plus 20% d'énergie renouvelable, 20% d'efficacité énergétique, et réduire notre consommation d'énergie de 20%. D'accord? Et il s'est avéré qu'avant, moi, je ne travaillais pas du tout dans les transports. Moi, je suis à la base quelqu'un qui s'occupait beaucoup du logement, d'efficacité énergétique des bâtiments. J'ai beaucoup travaillé sur la ville en transition. Et au fait, lors de mon deuxième mandat, il me manquait les transports. Donc, j'ai intégré cette commission, la commission transport. Et dans cette commission, je me suis battue, parce que je travaille beaucoup sur les politiques urbaines, pour avoir ce fameux rapport qu'on appelle la mobilité urbaine durable. Donc je l'ai reçu en 2015, en mars 2015, et j'ai dit, dans ce rapport, s'il y a bien un moyen pour lutter contre le développement, notamment du climat, qu'on est vraiment normalement, il faut vraiment travailler sur le vélo. Et dans mon rapport, il est écrit que dans les années à venir, chaque ville doit multiplier par 2, donc doubler les pistes cyclables. Sauf qu'entre-temps, dans la commission, qui est quand même une commission de très grands conservateurs, ils sont montés au créneau pour dire quoi? Et la voiture? Mais Madame Dely, vous n'allez pas commencer à critiquer la voiture. La voiture, c'est notre économie. La voiture, c'est un sentiment de liberté. La voiture est un véritable moyen réel pour faire ce qu'on veut quand on veut. Et à aucun moment, il y a eu cette question du climat. Et donc je me suis battue pour dire une première chose, c'est que dans les villes, désolé, il faut sortir progressivement dans les centres-villes la bagnole pour mettre plus de marcheurs, plus de vélos. Et là, j'ai découvert ce qu'était le mot lobby. Puisque là, ils ont fait très bien leur travail. J'ai vu venir le lobby des constructeurs automobiles et des automobilistes. Et c'est dans cette situation-là où on se dit une chose, ce n'est pas normal que le lobby du vélo ne soit pas aussi fort. Et donc, j'arrive dans ce rapport à dire qu'il faut sortir du diesel. On est en 2015, mars 2015. Et il y a un tel lobby que tout le monde va vouloir reculer le rapport, parce que cette question de la place de la voiture et du diesel cristallise grandement. Sauf qu'un événement se passe 22 septembre 2015. C'est quoi?
Volkswagen, salon de l'automobile à Francfort. On découvre quoi? Que Volkswagen a mis un logiciel fraudeur dans 11 millions de véhicules. 11 millions de véhicules en Europe. C'est quand même beaucoup. Et donc, dans ce cadre-là, c'est véritable un séisme dans le monde de l'automobile, mais c'est un séisme auprès des chefs d'État. Et que la prochaine réunion, notamment des ministres des Transports, qui se tient en octobre, va se dire « Ouh là 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 là, on a un véritable problème. Que faut-il faire ?» Alors que le Dieselgate vient juste de commencer. Et donc, les différents pays qui sont un peu en avance par rapport à la France vont commencer à pousser notamment sur la question du seul moyen de transport qui émet aucune particule fine, qui ne fait pas de pollution et qui est quand même bon pour notre économie. Et pour la première fois, nous allons avoir une déclaration officielle de 28 ministres des Transports qui sera adoptée à l'unanimité et qui dit désormais le cyclisme, le vélo est un moyen de transport respectueux du climat et de l'environnement. On est en octobre 2015. D'accord? Sauf que Vlatipa, pendant que le scandale Volkswagen continue, il y a décembre 2015. Qu'est-ce qui se passe en décembre 2015? C'est la COP 21. Et dans la COP 21, on a parlé de tout, sauf d'un secteur, le secteur des transports. Et là, on a un problème de fond. Pourquoi? Le secteur des transports, c'est le seul secteur qui n'a pas réduit ses gaz à effet de serre depuis 1990. Aujourd'hui, au niveau européen, il émet 37% des gaz à effet de serre. En France, c'est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre. Quand on regarde dans les 30%, qu'est-ce qu'il y a? 90%, c'est quoi? C'est le routier. Et quand on vient encore détailler les chiffres, notamment en France, qu'est-ce qu'on regarde? Plus de 60%, c'est la voiture particulière. Et donc face à ce tableau, moi j'ai de la chance, puisqu'après le Dieselgate, puisque j'ai monté la première commission d'enquête, etc., je me suis battue, c'était hyper difficile. Il n'y avait pas eu de commission d'enquête sur un tel scandale au Parlement européen depuis 16 ans. Le dernier, c'était la vache folle. Vous vous rendez compte? Je voulais toute la transparence sur cette affaire. C'est pour ça qu'on est passé du scandale Volkswagen. Ensuite, on a dit le Volkswagen Gate. Et ensuite, on a parlé du Dieselgate. Pourquoi? Parce que Volkswagen n'était que l'arbre qui cachait la forêt et que tous les constructeurs n'ont pas respecté cette norme européenne qui existe depuis plus de 10 ans. C'est la norme Euro 6 qui permet de baisser le seuil, notamment sur les particules fines. Et on s'est rendu compte de quoi? Aucun constructeur respectait cette norme. Même nous, les Français, vous savez, les constructeurs français, ils ne les dépassaient pas d'une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais beaucoup plus. Et donc, face à ça, je me suis présentée à la tête de la commission transport pour devenir présidente. Ça a été un peu dur, mais une fois que je suis arrivée à la tête de cette commission, j'ai dit tout de suite, d'entrée de jeu, il faut qu'on change de logique, très vite. C'est la raison pour laquelle on va attendre un peu que l'animation passe. Non, il sort par l'arrière. Ça
va? C'est bon? Allez, on y retourne. Quand je suis arrivée à la tête de la commission, la première chose que nous avons faite, c'est de revaloriser ce que nous avons en Europe. Nous avons la plus grande piste cyclable au monde. C'est ce qu'on appelle Eurovélo. Eurovélo, c'est quoi? C'est un réseau qui permet de connecter notamment beaucoup de villes, beaucoup d'États. En Europe, c'est un volet très fort qui est hyper mal connu en France et qui nous permet surtout de voir qu'il y a des investissements européens qui se font en faveur du vélo. Ça, c'est la première chose. Donc, on a renforcé ce volet-là. La deuxième chose, c'est qu'on a commencé à regarder les statistiques. Et on s'est dit, mais là, il y a un problème de fond. C'est pas propre à la France, mais dans beaucoup de villes en Europe, beaucoup prennent leur voiture pour faire moins de 5 km. Et donc on s'est dit, dans un rayon et dans un périmètre de 5 km, il faut absolument valoriser notamment les politiques du vélo. Sauf que le problème de fond, c'est que dans l'imaginaire des politiques ou même des usagers de la voiture, ils ne font pas le lien entre vélo et les avantages. Vélo, et notamment en Europe, on parle beaucoup des avantages économiques. Et on s'est rendu compte d'une chose qui est extraordinaire, chose qui n'avait pas été souvent mise en avant, c'est que l'économie du vélo est incroyable, puisqu'elle permet d'une part de relancer l'économie locale. Vous ne faites pas du tourisme en voiture. En règle générale, le tourisme se fait à vélo ou à pied. Premièrement, l'économie locale, on s'est rendu compte, partout en Europe, il y a énormément de centres-villes qui mettent la clé sous la porte. Énormément de commerces de proximité ferment, notamment dans les villes moyennes. Pourquoi? Parce qu'aux abords des villes, on a mis quoi? Des supermarchés! Et les gens, eh ben, ils ont tendance à prendre leur bagnole pour aller au supermarché et de délaisser les centres-villes. Alors qu'on s'est rendu compte qu'au contraire, lorsque vous êtes à vélo dans les centres-villes, qu'est-ce qui se passe? Vous relancez l'économie du centre-ville et donc des villes moyennes. Troisième chose sur laquelle on a beaucoup travaillé aussi à l'échelon européen, eh ben, c'est sur la maladie du XXIe siècle. Sédentarité. Non, d'abord, on va parler de la pollution de l'air. Le problème, il est là aussi. Toutes les statistiques le montrent. L'ONU vient de le déclarer il y a 3 ans. La pollution de l'air, c'est la maladie du XXIe siècle. En Europe, c'est 500 000 morts prématurées. Oui, 500 000, c'est beaucoup. En France, c'est 48 000 morts prématurées, sachant qu'aujourd'hui, on peut diagnostiquer au nombre près le nombre réel de morts. On estime en Europe par an, dû à la pollution de l'air, notamment entre 3 000 et 6 000 personnes. Alors, face à ça, on s'est dit, on va comparer les villes, parce qu'en Europe, on aime bien la comparaison. Et vous avez tous les dispositifs de ville. Alors souvent, on dit, la France, vous êtes très mauvais, et on n'est pas très bon. Puisque sur l'échelle française, nous sommes à environ 2% d'utilisation de vélo. 2%, c'est pas terrible, notamment sur la distance. On utilise souvent ces trajets sur domicile, travail. Et bien encore, on a la part du gâteau avec la bougie, il faut juste souffler. Les Français à 75% pour domicile, travail, qui font entre moins de 5% ou moins de 5 km ou entre 5 à 10 km, les Français utilisent à 80% leur voiture. Donc, avec tous ces éléments, on s'est dit qu'il va falloir tout réorienter la politique européenne qui n'existait pas réellement. Premier grand combat sur lequel on a vraiment lutté. Au niveau européen, ce qui est bien en Europe, c'est qu'ils adorent
notamment alors, ils inventent des mots, mais ils aiment bien ce qu'on appelle les financements de structuration. C'est pas moi qui ai inventé ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à partir d'enveloppes budgétaires, on fait des choix et des critères sur les politiques publiques. Et on s'est rendu compte de quoi? On s'est rendu compte que dans les lignes budgétaires, il n'y avait pas cette volonté d'intensifier justement les investissements sur le vélo. Parce que, vous savez, en ce moment, il y a aussi toute cette arrivée où les villes pensent que parce qu'on a des Vélib, vous savez, les vélos en libre service, alors il y a de plus en plus de villes qui disent « Ah super, j'ai mon Vélib, j'ai mon Vélob, j'ai ceci, j'ai cela ». Ils pensent qu'en ayant juste ce genre de dispositif, ça y est pour eux, ils ont fait leur politique du vélo. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça marche. Une politique de vélo, c'est de A à Z. A à Z, c'est pas seulement juste de prendre le vélo en libre service, c'est d'avoir des aménagements pour l'ensemble des pistes cyclables. Et là, il y a un problème de fond. Pourquoi? Parce que selon les étiquettes politiques, et là il y a un vrai problème de fond, et c'est souvent en Europe comme en France, par exemple une ville qui avait une politique vélo, ou commençait d'aménager des pistes cyclables, etc., il suffit qu'elle soit pas réélue, que le prochain mandat, la première chose qu'ils font, c'est quoi? Ah, regardez, ils ont fait des pistes cyclables, on ne veut pas du tout leur ressembler. Donc on casse, et on remet des voitures dans les centres-villes, et c'est retour à la case départ. Et quand vous comparez justement des villes, moi je peux vous le dire, la mienne c'est Tourcoing, donc je suis filmée mais j'assume, avec M. Darmanin, on avait supprimé les bagnoles au centre-ville. Ben, on a eu un changement de politique avec l'arrivée de la droite, et aujourd'hui, on a des bagnoles dans le centre-ville qui fait que les vélos ne peuvent plus passer. Donc, il y a des logiques un petit peu politiciennes. La deuxième chose qui, pour moi, a été aussi très très révélatrice, c'est qu'on n'a pas de politique éducative du vélo, qui sont des véritables instruments incroyables pour notre avenir, notamment concernant la politique du climat. C'est la raison pour laquelle on a fait une autre feuille de route au niveau européen avec tous ces éléments. Première chose, on s'est dit, on prend l'ensemble des investissements. La commission de transport, elle gère 50 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent. 50 milliards d'euros, ça veut dire quoi concrètement? C'est que des choix pendant 30 ans ont été pris sur quoi? Sur le routier, des autoroutes, etc. Premier grand problème. Deuxième grand problème, c'est que cette ligne de financement, parfois, n'allait pas directement sur le critère du climat, qui n'existait quasiment pas. Aujourd'hui, c'est à nouveau, puisqu'on va mettre en place ce que tout le monde devrait appliquer, le principe pollueur, payeur. Alors là, je ne me suis pas fait des amis. Hein. Je vous le dis tout de suite. La deuxième chose sur laquelle on est en train de travailler, et là, c'est ce qui vous concerne dans le débat d'après, c'est sur l'intermodalité. Comment on renforce la place du vélo, qui est un véritable moyen de transport, pour le retrouver partout. Et donc, on a ouvert une directive, qu'on appelle la directive du droit des passagers dans les trains. Et là, je vais vous raconter comment on a fait, parce que ça a été très dur, de remettre des vélos obligatoires dans les trains. Donc de laisser de la place pour les vélos dans les trains. Sur les financements, première chose, c'est qu'en Europe, dans la commission de transport, il y a un fonds d'infrastructure qu'on appelle le mécanisme d'interconnexion. C'est pas moi qui fais les mots. Et dans ce financement-là, pour la première fois, on a demandé justement une ligne pour les pratiques, notamment de pistes cyclables. C'est du dur, mais obligé
les États à utiliser ça pour développer des pistes cyclables, ce qui n'existait pas avant. Première chose. Deuxième chose, c'est faire en sorte qu'on a un objectif à atteindre en termes de climat, d'obliger les villes à véritablement multiplier le nombre de pistes cyclables. Le rapport que j'ai fait, finalement, a été adopté. Et c'est un rapport qui donne véritablement une impulsion. Le problème, c'est que quand on fait des rapports au niveau européen, qui le sait? Il n'y a pas grand monde. Et pourtant, il y a un article qui dit doublement des pistes cyclables avant 2030. Donc les villes, elles doivent maintenant rentrer dans l'action pour pouvoir agir. La troisième chose, donc, c'est le train. Lorsqu'on a vu arriver la directive des droits des passagers, on a eu beaucoup de mal parce que le vélo, c'est aussi un outil culturel. Tout le monde nous dit ou compare avec Copenhague. Alors tout le monde dit ah, Copenhague, c'est plus de 50% de vélo, ou aux Pays-Bas. Sauf qu'il faut faire attention. Quand on dit ça, il faut bien rappeler l'historique. Qu'est-ce qui s'est passé à Copenhague? Pourquoi ils ont 50%? Parce que dans les années 70, il y a eu quoi? Il y a eu le choc pétrolier. Et donc là, on a des politiques publiques qui ont dit quoi? On arrête avec les énergies fossiles, on va prendre une autre orientation. Et la première chose qu'ils ont faite, c'est de jouer aussi avec les citoyens. Parce que les citoyens, d'abord, avaient un vélo, pas financé par les pouvoirs publics. Ensuite, on leur a dit quoi? Vous les gardez. Et donc, la logique de la propriété du vélo est devenue quelque chose de très important, puisque c'est un moyen de transport qui n'a jamais été vu comme dans les autres pays européens. En fait, les autres pays européens ont considéré pendant longtemps que le vélo, c'était un loisir ou faire du sport. Ils n'ont jamais fait le tilt pour dire c'est un moyen de transport. Et donc, dans la commission transport, le vélo n'était absolument pas, je suis désolée de vous le dire, la priorité. Et on a vu arriver justement ce texte droit des passagers, où on s'est dit on va en saisir l'opportunité pour mettre enfin partout dans les trains 8 places de vélo. Je sais que vous allez crier, parce que j'ai reçu une tonne de mails qui me disaient mais Madame Dely, 8 places de vélo, c'est pas beaucoup? On l'a entendu aussi. Non mais, sauf que c'est 8 places de vélo dans tous les trains. Les TER, les lignes à grande vitesse, et là on est en train de se pencher, parce que TER, nous en France, pour d'autres, c'est les RER à Paris par exemple. Vous voyez? Et là, ça a été une véritable bataille. Pourquoi? Parce qu'on a des opérateurs historiques qui disent vous n'allez pas tout nous chambouler, notamment nos infrastructures. 8 vélos, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que quand vous avez 8 vélos dans des trains, vous êtes dans l'obligation d'aménager les gares. Aménager les gares, ça veut dire repenser les villes pour pouvoir avoir partout cette intermodalité en termes de pistes cyclables, et on redessine la ville. Donc, je peux comprendre pour certains que ce n'est pas beaucoup, 8 places de vélo, mais il vaut mieux passer de 0 à 8 que de rester à 0 et d'enclencher le mouvement. Donc, on a commencé à faire ça, sauf que le problème qu'on a eu dans la commission de transport, c'est qu'on a dû faire une campagne à l'intérieur du Parlement et de la commission de transport pour convaincre de l'utilité de cette mesure. Et là, on a pris carrément un mois, parce que même le rapporteur qui subissait un peu des pressions, puisque c'était un amendement écolo, disait écoutez, moi j'aime beaucoup votre amendement, ça me plaît bien, mais est-ce que ça ne va pas coûter autant d'argent que ça?
est-ce qu'on va être capable de tenir les délais? Pourquoi le délai, c'est quoi? C'est dans les 2 ans. Dans les 2 ans, toute nouvelle infrastructure qui se met en place, désolé, il faut les 8 places de vélo. C'est une obligation. C'est pas mal. Mais il a fallu travailler. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que ça a été adopté par le Parlement européen. Qui dit adoption par le Parlement européen ne dit pas obligation de la mettre en place partout dans les États. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle un trilogue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le monsieur me regarde avec sa chemise bleue. Il y avait comme ça, il y avait... C'est très simple. Alors là, c'est la petite... pour la vidéo, c'est la petite minute de pédagogie de comment fonctionnent les institutions. On a une commission européenne. La commission européenne, c'est 28 membres nommés. C'est un État qui nomme une personne. Donc, il y a 28 pays et chaque personne a un portefeuille différent. Nous, notre commissaire européen, dans la Commission européenne, c'est... Moscovici. C'est Moscovici. D'accord? Chacun a un portefeuille qui correspond plus ou moins aux commissions européennes. Donc, on a un commissaire, par exemple, en charge des transports et du tourisme. D'accord? On va le retrouver dans la même commission au Parlement européen. D'accord? Sauf que le problème que nous avons, c'est que le Parlement européen n'a pas l'initiative de la loi. Donc on attend que les textes sortent de la Commission européenne. Et sur le droit des passagers, c'est une directive qui était attendue depuis plusieurs années, hein, qui vient d'arriver. Et donc elle est sortie de la Commission. Nous l'avons amendée, nous avons rajouté les fameuses places de vélo. Mais pour qu'elle soit validée, il va falloir qu'on négocie avec ce qu'on appelle la troisième entité, le Conseil. Qu'est-ce que c'est que le Conseil? C'est la réunion des chefs d'État, qui sont représentés selon les thématiques par les ministres. Et donc ce texte est géré par 28 ministres du transport. Ils vont se mettre d'accord sur une position du Conseil, et la position du Conseil sera représentée par... Vous savez, tous les 6 mois, on change de présidence à l'Europe. Alors, actuellement, c'est la présidence roumaine. Et donc, c'est la présidence roumaine qui va se retrouver devant la présidente de la commission transport. Il y aura la commissaire transport et il y aura le représentant qui va porter la position du Conseil. Donc, dans la phase des négociations, où en sommes-nous? Le Parlement européen a adopté cette mesure et je vais rentrer en négociation directe avec le Conseil. Mais le problème, c'est que le Conseil, pour l'instant, nous dit une chose, c'est bien beau, mais on a le temps. On a le temps. Et donc, le but, c'est de vite rentrer en négociation avec le Conseil et d'avoir un compromis pour l'imposer ensuite à l'ensemble des 28 États. Et là, ça vous concerne. Parce qu'il paraît qu'en France, vous avez la LOM. La LOM, c'est la Loi nationale des mobilités. Quoi qu'il arrive, il faut que cet amendement-là se retrouve dans la LOM. Et donc, c'est à partir de maintenant qu'il faut commencer à mettre en avant que oui, nous voulons des vélos dans les trains. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des dispositifs, notamment il y a eu les assises de la mobilité en France, où tout le monde a dit une chose très importante, il faut un plan vélo au niveau européen, au niveau français, ce qui est une bonne chose. Sauf que le problème du plan vélo en France, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est la question des financements. Puisque lors des assises, il y avait eu notamment le rapport Duron qui disait quoi? Il faut mettre 1 milliard pour les infrastructures de vélo tous les 5 ans. Et là, on a eu j'ai entendu le gouvernement, il a dit, bon oui, finalement, 1 milliard, c'est beaucoup, au fait.
Donc on va mettre 350 millions sur 7 ans. Et ensuite, on a une autre proposition, c'était de faire un plan vélo, notamment avec toute la polémique sur l'indemnité, vous vous souvenez, du vélo, notamment avec les vélos à assistance électrique, où là, il y a une négociation qui est en train de se faire pour dire 200 millions par an. Parce que psychologiquement, c'est mieux de dire 200 millions par an que de dire on sort 1 milliard en fait. Peut-être qu'il faut comprendre. Mais surtout qu'ils n'ont pas compris une chose incroyable, c'est le retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris encore réellement ce qu'était la culture du vélo en France. La culture du vélo en France, retour sur investissement, c'est que c'est une économie qui est non délocalisée. Je suis désolée. Et c'est pour ça que je suis très contente que vous m'ayez invité, parce que ça, par exemple, ce qu'on voit dans cette salle, c'est que tout ça, on ne peut pas le délocaliser en Chine. Les réparateurs, lorsqu'on achète des pièces pour des vélos, etc., tout ça, lorsqu'on regarde rien qu'au Danemark, l'économie, elle s'est faite à coût de milliards d'euros par an. C'est une économie locale de proximité qui est extraordinaire. Donc, c'est rentable sur, notamment, les objectifs en termes économiques. La deuxième chose qui est rentable, et que là, il faut le dire de manière impressionnante, c'est que la France, elle est tous les ans dans les critères de Bruxelles pour être condamnée sur sa politique, notamment de santé-environnement. On est condamné parce qu'on ne respecte pas toutes les questions de pollution. Au point que M. Hulot avait été convoqué à Bruxelles pour nous redonner un plan climat en disant il faut réduire la pollution. En France, on vit au rythme des pics de pollution. Sauf que le problème de fond, les pics de pollution, c'est que les villes qui ne respectent le seuil maximum de particules, elles sont condamnées par Bruxelles. Pourquoi? Parce que c'est la question de la santé publique et l'Europe ne fera pas de cadeaux sur ces questions-là. L'Europe vérifie si les villes respectent bien la législation. Le problème de fond, c'est comment vous voulez qu'une ville comme Paris respecte les pics de pollution alors qu'on a des voitures qui, depuis 10 ans, dépassent toutes les normes et les explosent en termes de particules fines. Vous voyez le truc. On est dans une contradiction totale. Mais en tout cas, le vélo est un instrument incroyable sur le réchauffement climatique, mais sur la pollution de l'air. Troisième chose, c'est sur la santé. On s'est rendu compte de quoi? Partout en Europe, lorsqu'on fait des études, et ça c'est un électrochoc, il faut le matraquer, les gens qui font du vélo sont en meilleure santé que ceux qui ne font pas de vélo. Et les gains en termes notamment de dépenses, notamment chez le médecin, chez les hôpitaux, vous pouvez comparer sur n'importe quelle ville, c'est incroyable les gains en termes d'économie, de dépenses, de santé. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je crois que ça fait plus d'une demi-heure que je parle. Oui, j'avais compris que, comme la présidence roumaine n'était pas tellement pro-vélo, vous aviez au contraire l'objectif d'attendre un peu, d'attendre le nouveau président en juillet pour avoir plus de chances que ça passe. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais prendre tout. Pour les TER, en fait, l'aménagement des rames nouvelles achetées, c'est du domaine de la région. Par exemple, ce qui vient de se passer en région Normandie, et qu'il a été voté que les nouvelles rames qui ont été achetées ne comportent pas, justement, d'aménagement pour les vélos. Si, mais il n'y en aura pas beaucoup Ah oui, par rapport à ce qu'il y avait avant. Oui, mais c'est pratiquement rien. Très forte diminution. Ok. Oui. Ouais, c'est surtout ce qui a été dit au début sur les normes. Donc beaucoup de normes, enfin de règles qui sont imposées, c'est assez compréhensible, c'est des pourcentages d'amélioration. Il y a une autre possibilité, je comprends, hein, je veux dire, on ne va pas demander, on a l'impression qu'on ne peut pas demander aux gens d'un seul coup de faire un tas de choses. Mais
il y a une autre possibilité aussi, c'est d'imposer des normes qui ne soient pas en pourcentage, qui soient... il y a aussi sa logique, par exemple, on peut demander, je sais pas, en France, on demande à toutes les villes d'être au moins comme Strasbourg, quand c'est vélo, vous voyez ce que je veux dire. Donc, alors, ça a une conséquence directe, évidemment, la mesure sur le vélo, mais je veux dire, ça a une autre conséquence beaucoup plus importante, et là, on revient dans les lobbies. C'est justement sur le vélo électrique. En France, la production d'électricité, elle contribue assez peu aux émissions de gaz à effet de serre avec le carbone d'origine fossile. Vraiment assez peu, c'est-à-dire que si on s'amuse à essayer d'améliorer la production électrique... Vous permettez, il faut peut-être permettre à la conférencière de terminer son exposé et on pourra reprendre les questions. Non, c'était terminé, on va prendre les questions. Oui, non, donc je mais répondez si vous voulez. Électrique. Donc en France, par exemple, augmenter la part modale du vélo, bon, c'est un peu plus, c'est pas aussi bien que du vélo mécanique, mais dans beaucoup d'autres pays européens, et c'est là que ça pose le problème de prendre des normes européennes, dans beaucoup d'autres pays européens, leur production d'électricité, en fait, elle vient du gaz, du charbon, enfin, c'est une production de carbone. Donc là, c'est pas terrible. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire sur les normes. Voilà. Les lobbies, ils s'arrangent pour que ils voient bien comment ça va être. Moi, je suis ingénieur, donc j'ai fait des normes aussi, donc je sais très bien comment ça se passe dans l'industrie. L'industrie, elle est capable de respecter les normes, il veut bien les respecter, il faut qu'on lui donne le temps, mais quand il y a la norme, il va se démerder pour optimiser par rapport à lui. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Sur l'électricité de l'électricité. Allez-y. 50 milliards dont vous avez parlé, c'est vous qui les gérez? J'aimerais bien. Alors là, si la présidente écolo injectait les 50 milliards dans ce qu'elle voulait, je pense qu'il y aurait un bond extraordinaire des politiques environnementales à l'échelle européenne. Malheureusement, non, ce n'est pas moi, ce sont ce qu'on appelle des compromis. Vous savez que nous, les écolos au Parlement européen, on est le 6e groupe. 6e groupe sur 8. On arrive à gagner des choses, mais c'est dur. C'est très dur parce qu'en face de nous, on a des gens qui ne sont pas du tout dans la même logique, vraiment, de changement de société, de manière à prendre justement le réchauffement climatique comme une opportunité pour, hop, changer de trajectoire, mais vite. Il y en a qui disent... alors, ils inventent des mots aussi, par exemple, là, en ce moment, c'est le diesel propre. Pardon. Vous voyez? Alors moi, ils ne peuvent pas me dire ça parce que ça m'irrisse, mais ils sont encore dans une vieille logique que la Terre a des ressources infinies. On va pouvoir continuer encore 40 ans comme ça. Et le problème, il est que aujourd'hui, il y a quand même une réflexion qui est en train de se faire, mais il faut aller beaucoup plus vite. On a pris du retard. Donc non, ce n'est pas moi qui gère les 50 milliards. Comment la part aujourd'hui est mise en œuvre? C'est beaucoup de projets sont sur le routier, notamment beaucoup des pays de l'Est, qui eux nous regardent et nous disent mais attendez, nous on est des pays de la cohésion, on vient d'arriver, et vous, vous avez tout eu, vous avez des grandes infrastructures, vous avez des autoroutes, etc. Et ils veulent faire comme nous. Ce qui pose un problème parce que nous, moi j'essaie de leur expliquer qu'au fait, c'est pas le bon chemin qu'on a pris. Mais là, c'est l'écolo qui parle, et donc il ne me croit pas. Vous voyez? Et en même temps, on arrive dans cette part à trouver des financements qui aillent, notamment sur des modalités beaucoup plus écolo. Par exemple, la question du train. La question du train a été grandement oubliée pendant trop d'années. Mais parce que notre train à nous en France, et je vais revenir sur votre question par rapport au TER, vous savez, il y a eu toute une polémique en France sur la libéralisation du train. Le problème, c'est qu'en France, on a deux réseaux. On a le réseau qui vient sur toutes les lignes de TGV, ce qu'on appelle le réseau national, et on a un deuxième réseau qu'on appelle le réseau secondaire, où les Français, ils disent des petites lignes. Moi, j'ai jamais compris pourquoi on appelait ça des petites lignes, en fait. Pour moi, c'est des lignes de train, on ne doit pas justement les minimiser. Le problème, c'est qu'on a deux réseaux à entretenir. Et pendant 30 ans, les choix politiques ont été de mettre tout notre argent qui coûte un monstre fou, un coup de milliard, sur le réseau des TGV. Ce
qui fait qu'en France, on a tout mis sur la grande vitesse et sur le réseau principal, et on s'est détourné de quoi? De notre réseau secondaire, qui est les petites lignes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle de mobilité, et on dit, mais attendez, il y a certains territoires qui ne sont pas desservis. Mais on a fermé énormément de petites lignes parce qu'on n'avait pas d'argent pour les rénover. Et quand vous regardez souvent les fractures territoriales dues à la mobilité et des espaces, il y a toujours la question de la gare. Et quand vous regardez même les zones rurales, dont on parle souvent en ce moment avec notamment les gilets jaunes, il y a une gare tous les 10 km en France. Mais beaucoup ont été fermés. Ce qui fait que les gens qui habitent les zones rurales eh ben, n'ont pas eu d'autre moyen que quoi? Que prendre leur bagnole. Et donc, moi, ma volonté, c'est qu'on arrête de financer des projets inutiles. Et le problème, il est là. Par exemple, en ce moment, je suis un peu en bagarre avec le gouvernement, parce que l'Italie et la France, ils ont un grand projet qui s'appelle le Lyon-Turin. Le Lyon-Turin, c'est en fait, c'est une ligne de train qui va de Lyon à Turin, qui va nous coûter 26 milliards d'euros. Oui, la vache, comme vous dites. Sauf qu'ils veulent refaire une ligne, ils vont passer sous des ponts et sous de la roche, et la roche est amiantée. Qui dit amiantée dit écoulement sur les rivières, et il y a plein de petits villages autour, premièrement. Deuxièmement, c'est qu'on a eu des problèmes, notamment avec les Italiens, parce qu'il y a beaucoup de questions de corruption, où va cet argent. Mais c'est surtout qu'il y a déjà une ligne existante. Parce que le Lyon-Turin ne va voir le jour qu'en 2038. Qu'est-ce qu'on fait d'ici 2038? Alors que si on rénovait la ligne existante, tout de suite, on pourrait relancer, et c'est une ligne qui nous permettrait de faire quoi? Ce qui nous manque aussi beaucoup en France, c'est du report modal. On relance le fret. Le fret, il n'y en a pas beaucoup en France. Hein. Quand vous regardez notamment les Allemands, etc., nous, on a tout fait pour favoriser encore le routier. Au point, qu'est-ce qui se passe? Parce que tout le monde nous a dit, mais Madame Dely, moi j'étais dans les assises de la mobilité, j'étais dans le comité de pilotage. Et tout le monde disait, mais comment on va financer votre plan vélo? Mais moi j'ai dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous me dites? On est le 27e pays, 26e pays sur 28 qui n'a pas de fiscalité écolo. On n'a pas cette taxe poids lourd. Les Belges l'ont, les Allemands l'ont, tous les camions viennent chez nous, ils ne payent rien. C'est open bar. Mais c'est douloureux. Pourquoi c'est douloureux? Ben, c'est douloureux parce que c'est un manque à gagner. Depuis qu'elle n'a pas été faite, c'est 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros que nous n'avons pas. Non, depuis, ça représente 1 milliard d'euros. Mais on a su trouver les 800 millions d'euros pour payer Ecomove. Mais on a payé Ecomove. Vous savez, durant le scandale, c'était Madame Royal. Et on a trouvé pour les rembourser, certes, mais on a des portiques en France. Mais on n'a pas de taxe poids lourd. Ce qui fait que dans cette taxe poids lourd, par exemple, c'est ce qu'ont fait les Suisses. Les Suisses, une part, ils ont une taxe poids lourd. Et ils ont très bien géré parce que, une grande part va dans la rénovation de la mobilité quotidienne pour les trains, mais une part va aussi à la mobilité du vélo, par exemple. Et dans la négociation qui va se passer là dans les mois à venir, alors moi je vais encore monter au créneau. Pourquoi? Et ça c'était un petit peu la victoire aussi des écolos. Pour la première fois, le Parlement européen a voté quoi? Une redevance poids lourd qui va s'appliquer partout, avec pour la première fois justement où vont aller ces recettes. Et donc on a des critères. Mobilité urbaine durable. Je rappelle que dans la mobilité urbaine durable, une des grandes priorités, c'est quand même le vélo. Et donc là, il va falloir y aller. La deuxième chose, c'est la rénovation des routes. Parce que les routes sont hyper dangereuses aussi. Hein, en France, il y a certaines routes qui sont très dangereuses, même si en ce moment, en France, il y a tout un barouf sur le 80 km/h.
là aussi, j'ai pas compris ce qui se passait en France. Mais il y a un mois, les Espagnols mettent 80 km/h partout. Il n'y a pas du tout de mouvement de contestation. En Belgique, ça fait des années. En Belgique, ça fait des années, et nous, en fait, on est en train de dire, mais attendez, les 80 km/h, on ne peut pas les imposer, donc ce sera aux maires de choisir ou aux conseils départementaux. Et là, il y a un problème de fond aussi. Ça veut dire que s'il y a des accidents, qui sera responsable, au fait? Ben non, c'est pas possible. Donc moi, je fais... Alors là, je le dis à la caméra, je suis pour les 80 km/h, voire moins. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les... On oublie toujours que dans les accidents de la route, on dit le nombre de morts, mais on ne dit jamais le nombre de blessés. Et quand vous regardez le nombre de blessés, c'est environ 7. Et les plus vulnérables, c'est les piétons et les cyclistes. On les oublie toujours. Donc sur les 50 milliards d'euros, promis juré, si la prochaine fois le Parlement est un peu plus écolo, on réorientera ça, mais on se bat pour que justement les financements aillent ailleurs. Et qu'on sorte de la logique du passé sur des grands projets inutiles. La question... Ma question, c'est en fait, si c'est pas vous qui décidez, qui décide de la répartition de ces 50 milliards? C'est deux temps, c'est-à-dire à la majorité, pour qu'un projet soit financé au niveau européen, ce sont les États membres qui font pousser les projets que nous, on va voter dans notre commission. D'accord? Par exemple, en France, ils ont décidé quoi? De faire, dans les grands projets de ce financement, le Lyon-Turin. Qui a voté sur le Lyon-Turin? Moi, je n'ai pas voté pour que le gouvernement mette ça. Ben, ce n'était pas ce gouvernement-là, c'était celui d'avant. Hein, parce que les financements ont une durée de 7 ans. D'accord? Donc, ils ont mis Lyon-Turin, ils ont mis le canal Seine-Nord, et ça, on peut en reparler. C'est bien de relancer le fluvial. Mais c'est bien quand il y a un tracé, et que ce tracé nous permette réellement de relancer l'activité du fluvial. Sauf que là, ils ont fait un tracé, et je peux vous le dire, canal Seine-Nord, il y a Nord dedans, moi je suis du Nord, Pas-de-Calais, et il y a juste une problématique de tracé parce que les... Bonjour. Il y a un moment où, justement, les bateaux vont être confrontés à ce qu'on appelle le système de boue. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi non plus sur le fluvial. Donc ça, c'est le deuxième projet qu'ils ont mis dans ces financements-là. Troisième projet, c'est le Charles de Gaulle Express. Vous voyez, c'est quoi le Charles de Gaulle Express? Si vous dites, c'est Charles de Gaulle, nous, vous dites comment, le TGV Express? CDG. Ah, CDG Express. On résume. Voilà, on résume. Donc ça, ce sont les 3 projets que la France porte pour ses financements, par exemple. Tous les pays vont poser des financements. Donc 50 milliards, ça va vite, au fait. Mais en plus, on a des financements sur d'autres projets qui vont, eux, nous être amenés par les collectivités. Parce qu'une région peut déposer un projet pour des financements européens. Les financements européens, il faut faire attention, ce n'est pas l'Europe qui finance dans sa totalité les projets. C'est en règle générale 50-50. 50% de financement européen, 50% l'État français par exemple. D'accord? Donc quand vous me dites, mais qui vote ces projets d'abord sont choisis par les États, ils sont déposés, ou par les régions, sont déposés dans ma commission, et ensuite pour faire casser un projet c'est hyper difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la majorité pour les casser. On a beau voter contre en disant non, faut autrement, c'est dur. Mais parfois, on gagne des choses. Et comme cet amendement écolo sur les vélos, qui aurait cru qu'on aurait pu l'avoir? Mais on a pris beaucoup de temps, justement, pour pouvoir faire en sorte. Et d'ailleurs, je remercie l'ensemble des associations cyclistes européennes qui ont fait un travail de dingue et qui n'ont pas d'argent. Tout à l'heure, je vous ai parlé un petit peu des questions de lobby. Vous êtes bien assis sur vos chaises, c'est samedi après-midi. Le lobby automobile dépend chaque année à l'Europe, parce que l'Europe et Bruxelles, c'est comme Washington, c'est la plus grande capitale des lobbies. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Et chaque année, ils dépensent 18 millions d'euros. Rien que pour essayer d'influencer la politique.
Alors je suis désolée, mais le lobby des vélos, à moins que vous m'ayez menti, mais il n'avait pas 18 millions d'euros. Voilà. Donc à un moment aussi, c'est les associations en tout cas nous ont hyper bien aidés parce qu'on a vu que sur les réseaux sociaux aussi, il y a eu toute une campagne qui a été relayée et qui est remontée jusqu'à l'Europe, qui fait que ça nous a permis d'adopter cet amendement. Sur la question, donc je voudrais aussi revenir sur la question des aménagements. En fait, le problème des aménagements, notamment par exemple pour les TER. Les TER demain devront avoir 8 places de vélo. Sauf qu'entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le 4e paquet ferroviaire. C'est quoi le 4e paquet ferroviaire? C'est l'ouverture à la concurrence. D'accord? L'ouverture à la concurrence, qu'est-ce qu'on dit? C'est que les régions vont pouvoir ouvrir leurs lignes, notamment à des concurrents. D'accord? Le problème de fond que nous avons, c'est que cette ligne, elle n'est pas encore adoptée, parce qu'il faut que j'ai un accord avec le Conseil. Donc pour l'instant, ce n'est pas une obligation. Mais surtout qu'une fois que c'est adopté, il va falloir que dans les marchés publics, qu'on ait ce critère des 8 vélos obligatoires. Et il va falloir que tout le monde les applique. Et ça va être aussi un des grands combats qu'on doit retrouver dans la LOM. D'accord? Donc, sur l'aménagement des territoires, voilà. Et ensuite... Mais excusez-moi, l'Europe ne peut pas donner des amendes aux pays l'Europe a pour des locales qui n'achèteront pas des trains conformes aux normes européennes. C'est par stade. Pour l'instant, la loi n'est pas adoptée. Les 8 vélos dans les trains, c'est voté par le Parlement européen. Ensuite, je vais rentrer en négociation avec le Conseil. Et quelqu'un m'a dit la présidence roumaine. La présidence roumaine a décidé de mettre ce sujet dans la 2e partie de son mandat. Ça veut dire avril, mai. Et vous savez ce qui se passe en mai, en avril? Pareil, il y a des élections européennes. Mais moi, c'est pas que je m'en fous des élections européennes. D'ailleurs, je vais faire la campagne. Mais en même temps, il faut que je sois à Bruxelles pour faire en sorte que ça se soit adopté avant la fin des élections européennes. Et donc, je vais passer mon temps à me battre avec la présidence roumaine, avec le Conseil, et ce sera aussi l'opportunité des citoyens européens de faire entendre leur voix et de dire voilà ce que nous voulons. Et donc ça, ce sera un des véritables combats. Pourquoi? Une fois que c'est adopté par le Conseil et par le Parlement européen, donc on a un accord commun, il va falloir que les États l'appliquent. Il faut qu'on trouve ça dans leur loi, d'où la LOM. Et vous avez raison d'anticiper sur la prochaine loi sur les mobilités. Et ensuite, à votre question, une fois que c'est dans la loi, la Commission européenne va faire des contrôles. Il suffit qu'un État, ou alors, après il faut voir en termes de comment on s'organise, si un État ne respecte pas, ou si les opérateurs, parce que ce sont les opérateurs aussi qui doivent jouer le jeu, là il y aura justement on va enfreindre parce que c'est une directive européenne, et là on pourra condamner un État ou un opérateur qui ne respecte pas la législation européenne. D'accord? Lors de la séance de vote là, de la directive, non, du règlement la droit et voyageurs ferroviaires, quand ils ont parlé du vélo, j'ai lu toutes les déclarations, et j'ai trouvé qu'elles étaient, alors je ne sais pas quelle est la valeur, hein, mais qu'elles étaient quasiment toutes positives, sauf celle de l'extrême droite qui n'a pas été très positive, mais tous les autres l'étaient, tous les groupes en tout cas. Et alors Violetta Bulc, la commissaire au transport, s'est déclarée enthousiaste. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une alliée sur ce sujet, ou qu'elle pèse pas, ou qu'elle peut nous servir parce que sur le moment, publiquement, elle a appuyé, je me rappelle du terme qu'elle a employé, elle a dit qu'elle était enthousiaste. Oui, mais c'est bien d'être enthousiaste. Oui, alors justement, c'est ça la question. Si vous êtes juste enthousiaste par rapport à ce que je ferais, ça irait très bien. Il ne faut pas être enthousiaste.
C'est ma question. Alors, oui, c'est sympa, mais ça ne suffit pas pour être fin de la politique publique. Le problème n'est plus de la Commission européenne, c'est terminé. D'accord. Maintenant, la balle est entre le Parlement européen et le Conseil. Donc, la première chose, là, que nous sommes en train déjà de faire, c'est d'aller voir quelle est la position de chaque État. Par exemple, en France, moi j'ai vu, bon ça vous coupez, hein, parce qu'il ne faut pas que ça nuise à ma discussion. Donc voilà. Il veut que tu coupes. Parce que la France, elle pose toujours à l'Europe des projets qui sont datés. Lyon-Turin, etc. Donc je suis en train de préparer pour la prochaine programmation des fonds un plan transeuropéen de rénovation ferroviaire. Parce que plus vous rénovez, et plus, justement, ça relance l'activité du train sur ce volet. Est-ce que vous avez d'autres questions? Herman? Oui, je suis présidente de la commission transport et tourisme. Karima, tu as déjà parlé tout à l'heure du pouvoir d'achat et donc en travers des acteurs locaux, donc liés au cyclotourisme. Et je voulais savoir si, donc, dans le cadre de l'activité, de tes activités, tu disposes des moyens, des leviers pour aider les régions qui sont désireux d'aller dans ce sens-là, ou qui simplement n'ont pas encore pris conscience des enjeux qui existent. Hein. On sait qu'il existe des rapports, tu en as parlé depuis un bon moment, même en France il existe des rapports. On l'a dit à cet endroit, je ne sais plus, il y a 2 ou 3 ans. Il y a un représentant du ministère qui est venu. Mais au niveau de l'Europe, est-ce que tu disposes de leviers pour déjà pour faire la promotion, pour montrer ce qui marche? Parce qu'il y a plein de régions en Europe où ça marche, mais même en France, pour montrer aux régions où ça ne fonctionne pas encore très bien, quels sont les enjeux vraiment majeurs pour le cyclotourisme. Et bien sûr aussi en combinaison avec les transports publics dont tu as parlé. Alors, comment on fait la promotion, notamment de ce qui marche en Europe? Il existe déjà des bonnes pratiques. Il y a le guide des bonnes pratiques au niveau européen. Il y a énormément de plateformes qui existent sur des exemples à mettre en avant. Sur la question du tourisme, il est vrai qu'aujourd'hui, l'Europe avec le vélo, son grand symbole, c'est Eurovélo 6. Eurovélo 6, c'est quand même la plus grande et la plus populaire, entre guillemets, l'itinéraire. Les itinéraires sont aménagés et financés par l'Europe, par exemple. Son but d'ici 2020, c'est véritablement faire en sorte, elle offrira plus de 70 000 km de pistes cyclables. 70 000 km de pistes cyclables, parce que son but, c'est d'aller de l'Atlantique à la mer Noire. Et on va faire tout le tracé. Le problème de fond, c'est quand on arrive dans les pays qui valorisent ça. C'est pas du tout valorisé. Pas trop. Non, mais pas assez en tout cas. On en parle vraiment. Moi, je trouve, on n'en parle pas assez parce que par exemple sur les châteaux de la Loire, il y a cette entre guillemets cette piste cyclable. Elle n'est pas assez valorisée. Qui dit que c'est grâce un petit peu à l'Europe? Qui était au courant? Levez la main. Oui, parce que c'est affiché partout sur le tracé, heureusement. Ah, mais c'est pas majoritaire dans la salle. Regardez, allez-y, on refait le vote. 5. La question c'est, est-ce que vous étiez au courant justement de cette plus grande piste cyclable du monde en Europe? Bien sûr. Mais en tout cas, moi je pense qu'elle n'est pas assez valorisée. Donc ça, il va falloir... Par exemple, dans l'inconscient des gens, ils pensent qu'ils ne peuvent pas aller en vélo, par exemple, en Allemagne. Et je le dis à l'expert qui nous regarde, on peut aller justement en vélo sur des pistes cyclables en tourisme en Allemagne, par exemple, ou même en Belgique. Voilà. Donc ça, il va falloir aussi le valoriser. Et ensuite, il va falloir quand même qu'on ait un vrai plan vélo à l'échelle française. Et ça va être une vraie grande bataille dans les mois qui arrivent. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Vas-y, Lionel, vas-y. Juste dire quelque chose. Non, mais tu laisses parler le monsieur qui a demandé. Ah, mais derrière, je ne vois pas, j'ai pas les bandeaux. Oui, c'est comme ça, Lionel. Oui, mais toi qui donnes la parole. J'ai entendu dire que les exploitants ferroviaires
était monté comme un lobby contre le vote justement de cette possibilité de pouvoir mettre les vélos dans les trains. Est-ce qu'un organisme supranational, est-ce que vous imposez que par exemple les gares ne soient pas cette gare des Betteraves en Haute-Picardie par exemple, cette gare des Lavandes dans le Sud-Est, c'est-à-dire des gares qui sont faites uniquement selon la volonté des exploitants ferroviaires, mais est-ce que vous imposez qu'il y ait réellement la prise en compte, qu'il n'y ait pas deux réseaux qui s'ignorent, mais au moins qu'il y ait cette intermodalité, que ce soit le vélo, que ce soit le réseau existant, que ce soit le réseau à grande vitesse, pour arriver véritablement à cette intermodalité à l'échelle européenne. Alors l'intermodalité, c'est un mot qui est apparu il n'y a pas très longtemps dans les politiques européennes. Pourquoi? Parce que souvent, notamment, on pensait que c'était de la politique urbaine. Qui dit politique urbaine dit pas compétence de l'Union européenne. Aujourd'hui, ça arrive dans les textes, de renforcer cette intermodalité. Maintenant que l'Europe vienne dire dans telle gare faut telle et telle marchandise, c'est pas son rôle. Oui, pardon. Non, non, rien. Non mais... C'est une blague. Ah, c'est une blague. Pardon. Pour l'instant, c'est pas son rôle. La volonté maintenant de renforcer, et c'est pour ça qu'il fallait trouver un dispositif qui fasse que demain, dans les gares, on ait des équipements pour les vélos. Le fait que ce soit dans le train, ce sera une obligation. Parce que là, c'est la première entrée, le droit des passagers. Parce que oui, un cycliste doit pouvoir aller dans le train avec son vélo. C'est ce qu'on appelle les droits des passagers. Mais ensuite, on va ouvrir la porte. Parce qu'on ne peut pas avoir des cyclistes qui sortent de la gare sans pouvoir poser son vélo. Ou même pouvoir... Après, le deuxième échelon, ça va être l'intermodalité dans les bus. Ou dans les métros. Même si dans les métros, ça va être un peu moins, j'ai l'impression, compliqué que ce qu'on a dans les trains. Après, votre question, c'est est-ce que les opérateurs ferroviaires ont été plus entre guillemets, nous ont mis plus de contraintes que nous ont aidés. En fait, le problème, c'est qu'eux sont tenus par le temps. Et ils disent, en termes de temps, si demain je trouve un accord avec le Conseil, je l'impose à l'ensemble des États et que les États le retranscrivent dans leur législation, eux, il faut qu'ils aient le temps de s'adapter. Donc en gros, leur argument premier, c'était de dire, mais laissez-nous du temps. Sauf que moi, je connais un petit peu les choses. Le temps, ça, une directive européenne, le temps qu'elle s'adapte à chaque pays, ça prend parfois beaucoup de temps. Donc autant donner justement un critère pour pouvoir justement relancer très vite la machine quand on est prêt. Et en même temps, là, on va voir, hein, il y a énormément, nos trains sont aussi vieillissants, donc le rachat. Alors un train, ça en moyenne c'est 20 ans hein, de vie. 40 avant, c'était avant. Non, avant c'était beaucoup plus. Maintenant, on les change par mesure de sécurité, parce qu'il y a des mesures de sécurité qui doivent être respectées, puisqu'on a tout changé dans le premier paquet ferroviaire. Herman, tu le connais très bien, ce paquet ferroviaire, mais toute la question, par exemple, le paquet ferroviaire. Souvent, ça ne coûte pas très cher en fait. Hein. Quand on voit tel qu'ils les aménagent, ils enlèvent des sièges ici ou là. Je suppose que ce que veulent dire les compagnies ferroviaires, qu'est-ce que ça va nous coûter en perte de sièges et en perte de recettes. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y en ait une, que quelqu'un nous fasse une démonstration de ce que ça coûte réellement. Parce que les trains ne sont pas pleins tout le temps. Donc, il y a, disons, une bonne partie du temps où ça ne coûtera rien aux compagnies ferroviaires. Et le fait d'ouvrir, ça ouvre à une clientèle qui va venir aussi les jours où les trains ne sont pas pleins. Donc, qui va payer? Il faudrait d'abord qu'ils nous disent qu'est-ce que ça va coûter. Alors, il y a et s'ils ne répondent pas, que déjà ils nous donnent les chiffres. Moi, personnellement, je suis le sujet depuis longtemps. J'ai été, du temps où il y avait une concertation entre les associations d'usagers et la SNCF, je représentais la FNOT dans ce truc-là. Et à chaque fois qu'on a posé la question, on n'a jamais eu de réponse argumentée, chiffrée, d'études. Qu'est-ce que ça coûte?